Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir de vous offrir encore un autre plateau dans le cadre des 3 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Et donc, avec les confrères, nous allons parler un peu des acquis, des défis et surtout des perspectives, des enjeux pour les 2 années à venir. Et pour en parler, justement, nous avons invité pour vous 4 confrères. Bien évidemment, je voudrais vous présenter le premier, Fortuné Josué Mehouenou. Il est journaliste au quotidien du service public La Nation. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. À vos côtés, Jandel Glessoubé. Il est journaliste à la radio Cap FM. Bonsoir. Cher ami, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir. Eloge Gandaro, un habitué de nos plateaux. Il est le directeur de publication Le Grand Matin. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami, et bonsoir à tous. Nelson Afademe, journaliste au groupe de presse Le Matinal. Bonsoir. Bonsoir, cher ami, et bonsoir aux téléspectateurs de ETL. Voilà, la première question, je vous la pose. Si vous devriez apprécier le mode de gouvernance du président Patrice Talon en 3 ans de gestion déjà, que diriez-vous? Je dirais globalement que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant en ce sens que nous savons d'où nous venons. Voyez-vous, en 2016, lorsque Patrice Talon prenait les rênes de ce pays, on était tous conscients qu'il y avait un grand travail à abattre. On était tous conscients qu'il y avait beaucoup de défis à relever. Et beaucoup de personnes attendaient tout de lui et tout de suite. Je crois que aujourd'hui, on peut être heureux de dire qu'il y a une gouvernance avec une certaine méthode dans les actions, une certaine réflexion dans les actions. Je crois que globalement c'est positif en ce sens aussi qu'il y a des fondamentaux qui ont été posés en ces 3 ans de gouvernance pour permettre d'avoir des actions qui durent dans le temps. Il y a aussi un certain nombre de réformes. Essentiellement, ces 3 ans sont basés sur des réformes. Je le disais tantôt, de 2006 à 2016, on sait évidemment ce qui s'est passé dans ce pays. On sait comment Patrice Talon est venu trouver ce pays. Et donc, tout le monde s'accordait à dire qu'il fallait opérer des réformes si nous voulons avoir des lendemains meilleurs dans ce pays. Et donc, après son élection, Patrice Talon s'est attelé à faire des réformes. Des réformes, naturellement, qui ont fait des grincements de dents, qui n'ont pas été du goût de tout le monde, mais des réformes qui s'avéraient nécessaires. Je crois que on peut, à l'étape d'aujourd'hui, espérer que les 2 années à venir, que nous puissions commencer à bénéficier du fruit de toutes ces réformes, du fruit de tout ce qui a été fait afin que le Béninois puisse mieux se sentir. On peut dire que malgré tous les résultats positifs qui ont été obtenus, que le panier de la ménagère n'a pas connu une amélioration. On va y arriver. Absolument. On va y arriver à un autre moment de ces échanges. Josué Mehouenou, je voudrais vous poser la même question. Le mode de gouvernance s'apparente à un style de gouvernance, aussi la rigueur, la fermeté, un certain nombre de choses. Quelle lecture vous faites de ce mode qui s'est opéré depuis 3 ans déjà? Merci pour la question. Non, je pense que ça ne va servir à rien de vouloir justifier ou commenter le mode de gouvernance que nous avons eu dans ce pays depuis 3 ans. Il faut plutôt analyser ce qui a été fait à l'aune des résultats pour observer qu'aujourd'hui, le Bénin est sur toute autre dimension. D'abord, vous savez que en sollicitant le suffrage des Béninois, le président Patrice Talon ou le candidat Patrice Talon d'alors disait surtout qu'il venait pour faire des réformes. Et donc, on s'attendait logiquement à ce que ces 5 premières années soient, ou enfin que ce premier mandat pour lui soit véritablement un mandat de réforme, et ça n'a pas raté. Mais au-delà de ça, il y a eu cet élément important qui est qu'on a permis désormais aux Béninois de se sentir un peu plus en confiance, de se sentir un peu plus fier d'être béninois, comme lui-même il le dit, révéler le Bénin d'abord aux Béninois et puis après au reste du monde. Donc je pense que les balises ont été posées au cours de ces 36 premiers mois pour qu'on en arrive là. Et donc,
rigueur dans la conduite des affaires publiques, c'est vrai, parce que Nelson le disait tout à l'heure, on a eu 10 ans entre griffes de désordre et de pagaille. Il fallait remettre un peu le pays sur les rails, et c'est ça, je dois dire que les 3 premières années ont été consacrées à ça, ou du moins peut-être les 2 premières années ont été prioritairement consacrées à ça, c'est-à-dire baliser le terrain, remettre un peu les choses à l'ordre, restructurer la gouvernance en général, faire en sorte que le Bénin redevienne un pays gouverné. Le Bénin était un pays, Josué Mawénou. Faire en sorte que le Bénin redevienne un pays, gouverné comme un pays, par des dirigeants qui ont une vision, qui ont des ambitions, qui ont un carnet de route, qui ont une feuille de route, qui savent à peu près où est-ce qu'ils vont. C'est-à-dire que il fallait un peu sortir de la navigation à vue, de cette sorte de, comment dire, de cette sorte de gestion sans une véritable boussole qu'on a connue. Et justement, pendant des années. Cette boussole, nous l'avons eu le 7 décembre 2016 grâce au lancement donc du programme d'action du gouvernement. C'est bien une référence en ce qui concerne la conduite d'un certain nombre d'actions au sommet de l'État. Absolument. Et il le fallait parce que, vous savez, je pense qu'en avril 2016, le Bénin était un pays dans lequel il y avait beaucoup d'urgences. Il y avait des urgences et il y avait également des priorités. Et donc, entre les urgences et les priorités, il fallait choisir, ou il fallait arbitrer, harmoniser et trouver le juste milieu. Je pense que c'est cela que le programme d'action du gouvernement est venu faire. Voir où est-ce qu'il faut arbitrer entre les urgences et les priorités pour que le Béninois puisse quand même trouver satisfaction à plusieurs de ses attentes vis-à-vis de ses gouvernants. Et donc, une fois que tout cela a été fait, je pense que désormais, on sent petitement l'impact de ce travail-là, de balisage, comme je le disais tantôt, qui a été fait. Donc, aujourd'hui, on ressent petitement les effets. Le pays, comme on le dit, est en chantier. Il y a beaucoup de choses qui ont été engagées. Il y a beaucoup de choses qui sont en train comment dire. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la matérialisation ou des réalisations physiques. Parce que avant d'en arriver là, il fallait un certain nombre de choses. Et donc, pendant une bonne période, on a eu l'impression que rien ne bougeait véritablement, alors qu'en Sourdine, il y avait un travail de fourmi. Un travail d'hercule qui se faisait. Maintenant que ce travail-là a atteint un certain seuil, on voit que des réalisations physiques sont en train de germer, et c'est tout à l'honneur de ceux qui nous dirigent. Très bien. Jean-Del Glessoubé, Patrice Talon se rappelle de ses propos le 6 avril 2016 à Porto Novo. Je suis prêt ici et maintenant. Est-ce que quand on revisite tout ce qui a été fait pendant 3 ans, effectivement, nous allons revenir sur un certain nombre de secteurs avec vous. Mais avant, est-ce que vous sentez aujourd'hui, 3 ans après, que Patrice Talon, il était vraiment prêt? Je pense qu'il s'est préparé pour le job. Et il l'a démontré. Et depuis 1990, voilà un chef d'État qui ne s'est pas écarté de la vision de campagne. On dit le plus souvent que les promesses de campagne n'engagent que ceux qu'ils croient. L'homme, il a promis opérer des réformes. Il n'y a pas ce secteur de vie au Bénin où on n'a pas opéré des réformes. Et lorsque j'écoute des gens qui sont en griffe mécontents, je me pose une question. Est-ce que vous aviez écouté le discours de campagne du candidat Patrice Talon? L'homme, il a promis des réformes. Et depuis sa prise de fonction, il ne s'est pas écarté du chemin. Peut-être d'aucuns n'ont pas compris le sens des réformes, mais il a promis, il a fait. Et aujourd'hui, tout Béninois peut être fier d'être Béninois. Parce que, premièrement, il y a le retour de l'autorité de l'État. Dans tout pays, l'autorité de l'État, on ne peut pas désacraliser cela. Avec Patrice Talon, on a quand même retrouvé que l'État doit être respecté. Il y a de la méthode dans tout. Mais pour une bonne gouvernance, il faut de la méthode. Je pense qu'en 3 ans, il ne s'est pas encore écarté de la vision et on peut espérer avoir beaucoup de choses pour les 2 années à venir. Parce que tout au moins, aujourd'hui, je pense qu'il fait beau vivre au Bénin avant qu'hier. Et même au-delà de nos frontières, il y en a qui aujourd'hui apprécient plus
la gouvernance par rapport à ce qu'on a eu par le passé. Ce n'est pas pour dire que ceux qui l'ont précédé n'ont rien fait, mais il y a eu plus de la méthode dans tout. Et quand vous voulez faire quelque chose, il n'y a pas de la méthode, on ne peut pas y arriver. Il y a quelques mois, d'aucuns disent c'est un gouvernement maquette. Mais est-ce qu'on ne voit pas les réalisations aujourd'hui? Entre-temps, lorsqu'on veut réaliser une infrastructure, les études approfondies que l'on effectue aujourd'hui, on ne le faisait pas. Et on a le résultat. Quelques mois après, on retourne encore sur les mêmes chantiers pour recommencer les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a un travail de fond que l'on effectue d'abord avant de l'exposer sur la table pour les Béninois. Et je pense qu'on ne peut pas dire que le peuple qui l'a élu à 24% au premier tour et à 65% ne s'est pas trompé en lui faisant confiance. Voilà, Euloge Gandaro, en termes d'acquis, concrètement, en termes de réalisation, qu'est-ce qui retient votre attention, vous, particulièrement? Oui, avant de parler de ça, je voudrais me joindre à l'intervention de mes confrères ici pour dire que, effectivement, certains s'étonnent lorsqu'on leur dit qu'un travail sérieux a été fait et qu'avec la gouvernance du président Patrice Talon, n'est-ce pas, les réformes qui ont été engagées, c'est avec courage, ça se suit et ça pourrait se concrétiser pour le bonheur des Béninois. C'est la réalité. Parce que ne nous en tenons pas à ce qui se dit seulement dans les rues, n'est-ce pas? Ce qui se passe dans les rues, les commentaires qui se suivent, les commentaires désobligeants et ceux qui pensent que rien n'a été fait, tous ceux-là, tous les Béninois savent que hier nous ne vivons pas le paradis. On ne peut pas nous dire que depuis 1960, si tout était bien, et nous étions, n'est-ce pas, dans le cercle des grandes nations, même des pays africains, hein, où aujourd'hui, quand vous les visitez, vous constatez qu'un effort a été fait en matière d'infrastructure, au niveau de l'économie, ça va mieux. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Bénin dépasse tous ces pays-là. Ça suppose que depuis 1960, nous avons eu du retard, et alors il faut attribuer la responsabilité à tous les gouvernements qui se sont succédés. Je suis d'accord avec mes amis qui ont dit ici que nous ne voulons jeter de la pierre à personne. Mais il faut reconnaître là où il y a des insuffisances, d'accord, là où il y a des efforts qui ont été faits, et n'est-ce pas, celui qui est venu avec courage et qui dit l'État est une continuité, moi je vais aller au-delà de ce qui a été fait jusque-là. C'est une gouvernance basée sur la rigueur, la fermeté, on le constate dans la gestion des ressources de l'État, avec de grands projets, beaucoup de projets ambitieux, et avec une ferme volonté, une détermination de l'État, du pouvoir, de concrétiser tous ces projets-là pour aller de l'avant. Quand c'est comme ça, on ne peut que dire que l'avenir est prometteur. Et quand on parle de projet, justement, quand on parle de projet, il n'est pas question de dire que tout est déjà bien. Non, c'est difficile. Lorsque vous avez traîné des décennies, n'est-ce pas, de malgouvernance, de mauvaise gestion, avec des détournements, c'est clair aujourd'hui. Les Béninois, ceux qui se plaignent aujourd'hui, nous sommes d'accord, mais ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de détournement de deniers publics dans ce pays. Il ne peut pas dire que depuis 1960, même depuis 10 ans, avant que Patrice Talon ne prenne le pouvoir, il ne peut pas dire que tout est bon, il n'y a pas eu de détournement. Mais ces mauvaises pratiques-là, ce pouvoir a dit, écoutez, si nous voulons nous-mêmes faire des efforts, consentir des efforts, les investir pour le développement, nous devons faire la rigueur dans la gestion des ressources de l'État. Vous avez vu, dès qu'il est arrivé, on est passé à l'état des lieux. De l'état des lieux, on est passé à l'étude de grands projets, avant de penser maintenant, avec le programme d'action du gouvernement, à faire des efforts pour concrétiser tout ce qui a été prévu. Ça, c'est un effort. Et il est difficile que les tares et les insuffisances que nous traînons depuis des décennies, qu'on pense que un pouvoir, un chef d'État qui vient prendre le pouvoir, en quelques mois, tout doit être blanc. C'est pas possible. Nous avons oublié tous les problèmes que nous traînions. Donc comprenons que c'est difficile. Aucune réforme ne peut en 2 semaines, en quelques mois, régler tous les problèmes. N'est-ce pas? Donc il y a des sacrifices à consentir. Nous allons grincer les dents justement parce que nous avons été tous responsables, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance, de tous les biens du pays que nous avons mal gérés, gaspillés. Nous devons comprendre aujourd'hui que c'est petit à petit que nous allons réparer tout cela pour jouir de tous les efforts et de toutes les actions que ce gouvernement est en train de mener. Très bien. Vous étiez en train de parler un peu de l'assainissement des finances publiques qui passe par la lutte, comme le chef de l'État également le dit, la lutte implacable contre la corruption. On pourrait dire, Josué Mefouedou, que est-ce un pari gagné déjà? Non, je pense que c'est trop tôt de dire que c'est un pari gagné. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus
surfer sur les résultats des actions qui ont été menées. Et vous savez que la corruption prend sa source quand il y a un corrupteur et un corrompu. Et au-delà de ça, il y a le contact, on va dire, physique entre les deux acteurs qui favorise le phénomène de la corruption. Alors aujourd'hui, l'une des manières les plus simples de commencer déjà par lutter contre la corruption, c'est de réduire le contact physique entre l'usager de l'administration et celui qui, au niveau de l'administration, est censé lui rendre un service. Donc, à partir de ce moment-là, la réforme de la dématérialisation des finances publiques a été pensée. Je pense que c'est tout à l'avantage aujourd'hui de notre pays de constater que on essaye de minimiser autant que faire se peut le contact physique dans les rapports, dans les prestations entre le citoyen lambda ou le prestataire qui vient vers l'administration des finances et ceux qui ont la charge de conduire l'administration des finances. C'est déjà un pas majeur parce que la conséquence immédiate que cela peut avoir, c'est que cela, d'abord, ça permet d'accélérer un peu plus les formalités parce que vous n'êtes pas sans savoir que la pratique habituellement, c'est que des gens mal intentionnés, sciemment, font entorse aux procédures, bloquent des dossiers parce qu'on attend que celui qui demande la prestation vienne graisser les pattes, vienne mettre la pierre, le caillou sur le papier, comme on le dit. Aujourd'hui, on est en train de sortir petitement de ces choses-là. Et je pense que ce qui se fait là permet d'aligner un peu le Bénin sur le même palier que les nations qui rêvent et qui pensent développement. Parce que ailleurs, vous constatez que les gens ne sont plus à ces étapes-là, où tout passe par la main des hommes. D'abord, ça alourdit le fonctionnement, ça alourdit le système, ça ne permet aucune célérité dans l'action. Alors qu'on a la possibilité aujourd'hui, grâce à la technologie, de faire les choses plus rapidement. Et le Bénin en a donné la preuve en permettant, par exemple, aujourd'hui, à ce qu'on puisse créer en 24 heures une entreprise. Je pense que c'est inédit. D'accord? Quelque chose qui pouvait se faire en 2 semaines, en 15 jours, qu'on le ramène à peine 24 heures pour faire toutes les formalités finies, finalisées. Je pense que c'est une avancée majeure. C'est vrai qu'après, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que ces entreprises-là qui se créent fonctionnent. Comment est-ce que, quel est l'impact que cela a sur l'économie du pays. Mais avant de se poser ces questions-là, il faut d'abord, honnêtement, applaudir le fait qu'il y a eu de la célérité qui a été apportée à ce niveau-là. Donc, pour moi, la question de l'assainissement des finances publiques, c'est un processus qui va prendre du temps. Mais il est à reconnaître qu'aujourd'hui, il y a eu des pas importants qui ont été posés. D'accord? Et ces pas-là permettent, l'impact de ces pas-là se ressent petitement. Et ça se fera ressentir davantage les années à venir. Quand on aura réussi véritablement à dématérialiser sérieusement la chaîne des dépenses publiques, surtout. D'accord? Donc, pour moi, quand on va réussir sur ce côté-là, la lutte contre la corruption, on peut analyser les résultats de la lutte contre la corruption pour voir un peu ce que ça donne. Mais au-delà de ça, oui, il ne faut pas perdre également de vue qu'il y a une volonté ferme, au-delà de ce qu'on a agi sur certains leviers, il y a une volonté ferme de véritablement lutter contre la corruption. Et cela se traduit par exemple avec la création de la CRIET. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui manipulent les données publiques savent que s'ils le font mal, il y a une institution spécifique qui est là, qui n'a été mise en place rien que pour ça, rien que pour connaître et pour juger, c'est vrai, d'autres infractions, mais en priorité, des infractions liées à la matière économique. Et ça également, c'est une avancée. Parce que si aujourd'hui, enfin, je dirais pas aujourd'hui, si pendant longtemps la corruption a pu s'enraciner à une vitesse de croisière dans notre pays, c'est parce que également personne... Il n'y a pas eu de sanctions par ailleurs. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas une crainte de répression, on se dit, bon, écoutez, on fait cette affaire-là et puis ça passe. Donc, mais aujourd'hui, il y a véritablement une institution qui est là. Très bien. Puisque vous parlez de la CRIET, l'actualité, vous le savez bien, c'est la session criminelle qui est ouverte et on a connu un certain nombre de verdicts, déjà un verdict notamment, celui qui concerne Maître Seydou Abou. Et effectivement, quand vous écoutez Josué Merouenou, la CRIET, la mise en place de la CRIET, ça apporte un nouveau souffle à la lutte contre la corruption. Nelson. Évidemment, parce que lorsque vous faites un récapitulatif de tous les, tous les dossiers qui ont été transférés devant la CRIET depuis sa création, vous vous rendez compte que la plupart, ce sont des dossiers de crimes économiques. Et donc, la CRIET est devenue aujourd'hui
cette cour dont on avait besoin, véritablement besoin, pour sanctionner les faits de corruption et les faits de crimes économiques. Vous savez, lorsque vous êtes un pays en voie de développement et que vous voulez véritablement vous développer, vous ne pouvez pas laisser libre cours à la corruption, parce que les deniers publics qui doivent permettre de véritablement permettre ces deniers publics qui doivent permettre de faire en sorte d'ériger des infrastructures, des hôpitaux, des écoles. Ces deniers publics sont détournés par des gens, des individus qui pensent que les deniers publics sont une propriété privée. Et donc, on a laissé cela se faire pendant 10 ans. Vous entendez les chiffres, et les chiffres souvent c'est en termes de milliards. Mais quand on dit qu'on l'a fait pendant 10 ans, peut-être on l'a fait plus de 10 ans. Oui, plus de 10 ans. Mais les cas les plus patents, c'est ces 10 années, de 2006 à 2016, où vous avez constaté avec nous que la corruption s'est érigée en un mode, c'est-à-dire en un mode de gouvernance. Ce n'est pas possible pour un État qui aspire au développement. Et donc, lorsque Patrice Talon est venu et qu'il a fait avec son gouvernement l'état des lieux, le premier souci, c'est d'éradiquer progressivement la corruption. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être fier de dire qu'il y a véritablement des fondamentaux qui ont été installés. Vous l'entendez dans toutes les rues aujourd'hui, quand les gens parlent, disent attention, la criette est là. Et donc, vous constatez qu'il y a une peur, il y a une emprise sur la mentalité. Des démocrates qui planent sur les gens. Et donc, on dit attention, la criette est là. Attention, la criette est là. Et donc, je crois que c'est véritablement pas. L'autre chose qu'il faut souligner, c'est la dématérialisation des finances publiques. C'est très important. Lorsque vous avez la chance de voyager un peu dans la sous-région et même en Europe, vous constatez que les gens sont à une certaine avance de l'US. Aujourd'hui, il y a quelques années au Bénin, lorsque vous avez besoin d'être prestations au niveau des services, du service des impôts, vous devez vous y rendre, faire le rang, aller supplier celui qui a su le dossier, donner les pots de vin, ainsi de suite. Et à un moment donné, vous vous retrouvez comme si vous êtes en train de lui demander une faveur, alors qu'il est payé par les impôts, par nos ressources. Et donc, il était important d'arriver à cela. Je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut régler. Le problème de la connexion Internet qui n'est pas encore stable, mais je crois que c'est une grande avancée qu'il faut saluer. Ensuite, le président Patrice Talon, depuis 3 ans, a montré qu'il n'est pas là pour protéger les siens. C'est très important de le souligner. Parce que lorsque vous voulez lutter contre la corruption et que la volonté politique manque, je crois que cette lutte sera vaine. Patrice Talon a démontré depuis 2016 qu'il n'est pas là pour protéger les siens. Il y a plusieurs dossiers que je peux vous citer. Vous avez l'ancien directeur de la Pourtant, on a parlé de lutte sélective. Non, c'est une vue de l'esprit. Mais je vous dis que vous avez Antoine Daouri qui est en détention préventive depuis des mois, alors qu'il a soutenu Patrice Talon en 2016 pour qu'il vienne au pouvoir. Vous avez le dernier cas, le cas le plus récent, c'est Modeste Oboula, qui est l'un des soutiens de Patrice Talon, ou on a même dit qui est l'un des hommes de main de Patrice Talon, mais qui aujourd'hui est en détention préventive aussi pour une affaire de crime économique. Et donc, lorsque vous montrez que vous n'êtes pas là pour protéger les vôtres, c'est important, et cela donne un signal fort dans l'opinion publique qui sait à quoi s'en tenir désormais par rapport aux deniers publics. Je crois qu'il faut y aller. Et la sentence, il y a de cela quelques jours, je crois, hier, de l'ancien greffier en chef du tribunal de Cotonou, Maître Abou Seydou, vient montrer que les crimes économiques seront sévèrement punis. Et il a dit dans son discours, donc ce n'est pas nouveau, ce qu'on observe, ce n'est pas... Il a dit dans son discours, il dit, les crimes économiques seront sévèrement punis. Les crimes de sang seront sévèrement punis. Et l'ancien ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, l'a encore dit que c'est la politique judiciaire du gouvernement. Et donc, à partir de ce moment, je crois que tout le monde sait désormais à quoi s'en tenir. Et donc, on doit s'attendre à tout cela les 2 années. Celui qui est investi oui, d'une mission républicaine dans la fonction publique doit savoir désormais qu'il est là pour servir la nation et qu'il n'est pas là pour détourner les deniers publics. Je crois que c'est un signal fort. La volonté politique existe désormais, et lorsque la volonté politique existe, on constate
qu'il y a un pas de géant qui a été fait. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut continuer à mettre en place tout l'arsenal juridique qui permettra de lutter véritablement contre la corruption. Il faut continuer la dématérialisation des finances publiques. On va parler de ces défis parce que là, vous évoquez déjà les défis. Jean-Del Glessoubé, on est en train de parler de cette emprise qui a sur les populations aujourd'hui, sur les fonctionnaires et tout cela. Et donc, on pourrait déjà dire qu'il y a peut-être un reformatage qui s'opère. On a connu dans ce pays le changement on a voulu prôner le changement de mentalité. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que oui, il y a un changement de comportement qui est attendu ou qui s'observe déjà au niveau de nos populations, au niveau de nos fonctionnaires aussi? C'est clair. D'abord, il faut reconnaître que la lutte contre la corruption, c'est avant tout une volonté politique. Et qu'on n'a pas besoin d'organiser une marche verte contre la corruption pour poser des actes très simple. Il existait tout de même une volonté politique. Les régimes précédents, on pourrait également le dire. Il ne suffit pas de dire dans son discours qu'on veut lutter contre la corruption devant micros et caméras et que derrière, poser des actes qui encouragent, qui protègent les corrompus et les corrupteurs. Mais il faut aller au-delà du discours. Patrice Talon, depuis la période de campagne, l'a dit. Et le 6 avril 2016, il a encore martelé. Ceux qui estiment que la création de la Créette, c'est un épée de Damoclès pour écraser ceux qui ne partagent pas la même vision que le gouvernement, je pense qu'ils doivent regarder les choses de façon objective. Quand vous prenez le système judiciaire comme cela existait, celui qui a volé un mouton dans le quartier, c'est le même appareil judiciaire qui veut traiter son cas, le violeur, le même appareil. Et alors qu'on a besoin des ressources pour la réalisation des projets. Et du coup, il faut alors une institution spécialisée pour lutter contre la corruption. Et c'est ça, ce qu'on appelle exprimer la volonté qu'on a eue en termes de discours en actes concrets. La création de la Créette, c'est une volonté manifeste de lutter contre la corruption. Le citoyen lambda aujourd'hui sait que lorsque tu poses des actes qu'on peut traiter comme actes d'un corrupteur ou de corrompu, qu'il y a une juridiction qui est là spécialement pour toi. Celui qui est dans l'administration lui-même, il y a une prise de conscience collective. Des agents aujourd'hui qui savent que lorsque je fais mal, il y a une juridiction compétente en la matière qui ne traite que des cas de corruption. Et donc, c'est une volonté manifeste et c'est un signal très fort. Lorsque j'ai écouté le verdict sur l'ancien greffier en chef, je dis, voilà comment est-ce que le Bénin fonctionne. Aujourd'hui, lorsqu'on me parlera des exilés politiques, on va citer son nom. Et comment est-ce que nous voulons réellement aller au développement? Lorsque vous êtes reconnu, même si il y a la présomption d'innocence, et que votre nom est cité dans un dossier, et vous refusez d'aller vous présenter, vous fuyez le territoire, et qu'on vous classe dans la liste des exilés politiques. Et c'est des gens, ça me gêne, puisque c'est des gens qui aspirent à gouverner le Bénin. S'il y a alternance aujourd'hui, et que c'est les opposants qui prennent le pouvoir, ça veut dire qu'eux, ils sont prêts à encourager, à protéger ceux qui sont reconnus coupables des faits de corruption. Donc, il faut qu'on puisse aller au-delà et reconnaître qu'aujourd'hui au Bénin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Lorsqu'on prend le policier sur la voie, aujourd'hui, lorsque vous discutez avec les transporteurs, quand ils quittent Malanville pour Cotonou, avec 100 000 francs avant, ça ne suffisait même pas. Il doit distribuer de l'argent à chaque carrefour. Aujourd'hui, avec 10 000 francs, le gars quitte Malanville pour le port de Cotonou, il a encore de monnaie dans sa poche pour faire 3 jours à Cotonou pour manger. Très bien. Mais c'est ça, c'est des actes concrets qu'on doit encourager pour dire au Bénin aujourd'hui, la corruption
on peut l'enrayer si on accompagne cette volonté-là du gouvernement. Très bien. Eloge Gandaro, en ce qui concerne les acquis, véritablement, vous savez, le secteur de l'eau, de l'énergie, c'est des secteurs prioritaires aujourd'hui. Et le chef de l'État l'a martelé aussi le 6 avril. Excusez du peu si je me réfère très souvent au 6 avril. Vous rappelez de son discours et de ses propos. Il déclare que l'eau et l'énergie constituent pour lui des droits inaliénables. Et j'ajoute la lutte contre l'insécurité. Parce que très souvent, lorsque nous disons bonne gouvernance, nous parlons du social. Nous pensons que c'est lorsqu'il y a l'argent circule. Lorsqu'il y a de l'emploi, lorsqu'il y a du travail, ce n'est que ça qui conduit à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le bonheur, le bien-être, ce n'est pas uniquement beaucoup d'argent qui circule. Lorsque vous vivez chaque jour, n'est-ce pas, avec psychose, dans la tension, n'est-ce pas, et qu'il y a braquage par-ci, par-là, et que le peu que vous avez souffert pour l'avoir, vous ne pouvez pas vivre avec ça chez vous, mais alors vous n'êtes pas heureux. Si vous parlez du bien-être, le social en question, le bonheur, si vous voulez l'avoir, c'est que vous vivez en paix chez vous. Et lorsque dans les marchés, n'est-ce pas, par le passé, même le passé récent, nous assistons à des braquages, n'est-ce pas? Et dans les rues, vous ne pouvez pas circuler dans la quiétude, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas heureux. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas dire que nous sommes à la phase de l'insécurité zéro, mais beaucoup d'efforts ont été consentis. Lorsque ici, le gouvernement, avec l'initiative du président Talon, n'est-ce pas, on voulait faire fusion de la police et de la gendarmerie. Il y a eu polémique, on a crié par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, personne n'en parle plus. Vous avez vu qu'il y a quand même une régression en ce qui concerne, comment dirais-je, les braquages, les vols à main armée, ça a diminué sérieusement. C'est vrai qu'il reste beaucoup d'efforts à faire, mais il faut reconnaître l'effort qui a été consenti par le pouvoir et qui a fait qu'aujourd'hui, on n'entend plus braquage toutes les semaines à Porto-Novo, à Bomé, Calavi, à Cotonou, partout. Même si ça arrive quelques rares fois. Et voyez comment l'État a su étudier, n'est-ce pas, les problèmes qui se posent autour et s'est dit qu'il faut motiver ces agents-là qui doivent travailler, qu'il faut leur donner des primes et que les responsables, les autorités hiérarchiques qui par le passé détournaient ces primes-là, il faut les sanctionner et faire en sorte que ce que l'État met à la disposition de ces agents-là qui doivent travailler, ils puissent bénéficier de ça pour mieux faire le travail. Tout cela a été fait et c'est ça qui explique aujourd'hui qu'il y a moins de braquage, moins de vols et que nous avançons vers l'insécurité zéro. Ce n'est pas encore ça, mais il faut reconnaître l'effort qui a été fait. Vous parlez de l'énergie. C'est vrai, aujourd'hui, il y a quelques coupures de 10 minutes ou d'une, même si c'est 1 heure de temps. Mais est-ce que vous vous rappelez que par le passé, nous faisons ici des jours et des jours sans l'énergie électrique, sans le courant, même en période d'examen? Les élèves ont souffert, les étudiants ont souffert. Les parents ne peuvent pas oublier ça aujourd'hui. Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs à tous les niveaux savent qu'ils ont subi de graves préjudices à cause de ces coupures de courant, à cause des problèmes énergétiques que nous traînons. Une dépendance énergétique qui ne dit pas son nom. Parce que les pouvoirs qui se sont suicidés, même s'ils ont fait des efforts, mais ça n'a pas évolué pour nous permettre véritablement d'être indépendants et de produire de l'énergie. Aujourd'hui, on parle de mariage de l'État. L'État est une continuité, mais les éléphants blancs qui ont été laissés, voyez comment ce gouvernement est en train de travailler pour faire en sorte que nous puissions avoir beaucoup plus d'énergie et que nous puissions vraiment, parce que l'absence de l'énergie, ce problème crée aussi l'insécurité. Voyez-vous? Donc la première machine a été mise en marche il y a quelques semaines, d'autres machines seront mises en marche, mais reconnaissons que ce qui a été fait aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes, les problèmes ne se posent plus de la même acuité ou de la même manière, de la même ampleur que par le passé. Très bien. Donc c'est un effort, et dans le domaine de l'eau, avec les projets d'adduction d'eau, tout ce qui... Et justement, l'eau, on va être réglé en quelques mois, mais mois. Nous pouvons espérer que à ce rythme-là, et avec cette volonté ferme-là, tous les projets vont se concrétiser pour le bonheur des bénéficiaires. Très bien. L'eau, on en parle encore avec vous, Josué Merouenou. Qu'est-ce qui a été fondamentalement fait? Parce que là, en 2016, on pourrait dire 55% d'approvisionnement en eau. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Et vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous observez?
Moi, je crois que à l'instar du secteur de l'énergie, par rapport à l'eau, il y a eu également des efforts immenses qui ont été faits. Vous savez, il y a dans certaines régions dans notre population, ça, les gens ne le savent pas toujours, mais il y a dans certaines localités du Bénin, pas même vraiment loin de Cotonou, les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Ou des gens parcourent des dizaines de kilomètres pour aller chercher l'eau potable. Enfin, si elle est potable, où des bonnes dames sont obligées de marcher, de parcourir des kilomètres, des heures de marche, rien que pour aller chercher ne serait-ce qu'une petite quantité d'eau. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'eau, c'est d'abord la vie. D'accord? Quand vous la consommez saine, vous êtes, vous êtes épargné d'un certain nombre de maux, mais lorsque, en plus de ne pas avoir l'eau que vous avez n'est pas de la qualité souhaitable, vous la consommez ou vous l'utilisez pour certains besoins et vous vous retrouvez avec des maladies hydriques également. Donc, la question de l'eau également, je le disais à l'entame de mes propos, en 2016, il y avait des urgences et il y avait des priorités. Je crois que la question de l'eau faisait partie des, on va dire des urgences, ça dépassait les priorités, donc c'était une question urgente à régler. Et je pense que ça a été fait parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui sont en train d'être mis en œuvre, notamment dans le centre du pays, je crois bien, dans le département des collines, surtout parce que c'est l'une des régions de notre pays où l'accès à l'eau potable pose sérieusement problème. Aujourd'hui, il y a un important financement chinois, si mes souvenirs sont bons, qui sont en train d'être déployés dans la région pour permettre à ce que pour permettre la mise en place de 44 adductions d'eau, et permettre aux populations de disposer. Et l'impact de cette mesure-là du gouvernement, c'est que ça permet au Bénin de prendre une sérieuse avancée sur les objectifs de développement durable. Parce que je crois que l'ODD relatif à l'eau, je ne me rappelle plus lequel c'est véritablement, fixe à 2030 la limite pour que toutes les populations puissent avoir accès à l'eau potable. Je crois que le gouvernement béninois a réduit le délai à 2021. D'accord? Donc ça fait environ 9 années. Le Bénin va prendre une avancée de 9 ans sur la réalisation de cet objectif de développement durable. Je pense que c'est assez important. Et puis au-delà de ça, il faut quand même observer que même en dehors de ces régions-là, même nous-mêmes qui sommes en milieu urbain, on a encore des difficultés d'accès à l'eau. Et je pense que petitement, cela est en train d'être réglé. Donc, la question de l'énergie, comme la question de l'eau, ont été inscrites au rang de priorité. Et je pense que les résultats sont en train de se faire sentir. C'est vrai que ça vient à petits coups. Ce n'est pas vraiment ce qu'on aurait souhaité. Vous savez que celui qui est dans le besoin veut une satisfaction immédiate, il veut la satisfaction tout de suite, il veut les résultats tout de suite, il veut que dans l'immédiat, ces conditions puissent passer du pire au meilleur. Mais ce n'est pas toujours évident. Il faut, c'est quand, je pense que... Il faut le temps, par exemple, pour ériger une infrastructure pouvant permettre... Et si l'amélioration est progressive, si on laisse le temps, si on prend le temps de faire les choses sérieusement comme cela se doit, je pense que ça va durer dans le temps et c'est ça qu'il faut souhaiter. Ça ne va servir à rien de chercher des actions d'éclat immédiat tout de suite, de le faire et de donner l'impression que ça marche en étant conscient que ça ne va durer qu'un bout de temps et qu'après on va retomber dans le même travers. Aujourd'hui, il faut penser, il faut avoir une ambition futuriste par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, rester dans une logique qui permet de satisfaire les besoins des Béninois d'aujourd'hui et en même temps de penser aux besoins des Béninois de demain. En ce qui concerne les défis, surtout parce que les 2 années à venir, nous avons entamé la 4e année déjà. Nelson, en parlant de défis à relever pour les 2 prochaines années, quels seraient les axes prioritaires pour vous, par exemple? Pour moi, il est important que l'on continue de travailler pour l'accès à l'eau pour tous. Et Josué l'a rappelé tout à l'heure, le gouvernement s'est fixé la date de 2021. C'est important. Lorsque vous allez dans les localités et vous voyez la peine de ces populations, vous comprendrez que c'est important et que c'est à juste titre que le gouvernement, au lieu de dormir sur ses lauriers et dire que nous attendons 2030, le gouvernement l'a réduit en 2021. Pour moi, c'est capital. C'est urgent et il faut l'accès à l'eau potable pour tous en 2021. Ensuite, je pense qu'il faut
continuer à travailler au niveau de la sécurité. Parce que j'ai l'impression que le mariage entre la gendarmerie et la police n'a pas encore totalement pris. Il y a encore des réglages à faire. Il y a encore des leviers sur lesquels il faut appuyer pour faire un bon assemblage au niveau de ces deux forces-là, pour que, même si l'insécurité zéro n'existe nulle part dans le monde, il faut se le mettre dans la tête, l'insécurité zéro n'existe pas. Et donc, mais si cela n'existe pas, il faut faire en sorte que la sécurité des populations soit vraiment une priorité. Il faut aussi souhaiter que les populations puissent avoir des comportements qui n'amènent pas garantissent une bonne sécurité. Quand on me dit qu'on circule dans la ville avec des mallettes d'argent, alors que c'est-à-dire, on sait bien qu'on peut être suivi, je crois que c'est des comportements à risque. Donc, et ça c'est de la provocation. Absolument. Il ne faut pas provoquer les gens. Et donc, il faut travailler en sorte que cela puisse diminuer. Ensuite, je crois que au niveau de l'éducation, c'est un secteur où il est très important de continuer avec le recrutement des enseignants, que ce soit au niveau du primaire, au niveau du secondaire, surtout, et la construction des infrastructures. Parce que, voyez-vous, vous allez dans certaines localités, on constate qu'il n'y a même pas encore un seul module de salle de classe dans cette localité et qu'on continue d'étudier sous les paillots. Il faut travailler à cela. Afin que on puisse sortir l'éducation des sentiers battus. J'ai foi qu'avec l'installation du Conseil national de l'éducation, beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations seront constatées bientôt. Et ensuite, le panier de la ménagère. Parce que quand on en parle... Vous y tenez. Oui, parce que les gens vous disent... vous citez toutes les actions de Patrice Talon, vous dites tout ce qu'il fait, mais nous n'arrivons pas à manger 3 fois par jour. Et voyez-vous, et donc, il faut dire que c'est vrai, tout cela est fait. Mais on peut dire, et les gens le disent, et je le comprends, mais je crois que le gouvernement doit aussi travailler à ça. Et je crois que les dernières années de ce quinquennat seront beaucoup plus orientées. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps de relever un peu les actions sociales. Oui, il y en a eu beaucoup. Quand on parle du microcrédit au people, qui est restructuré aujourd'hui, ce n'est plus donné aux militants d'un parti politique, mais c'est donné à ceux qui ont la capacité, ceux qui remplissent les conditions pour accéder à ce fonds-là. Et pour moi, c'est capital. Parce que, voyez-vous, le microcrédit aux plus pauvres était devenu un objet de chantage électoral dans ce pays. Et ce n'est pas bien pour nous. Cela n'a pas été une très bonne image que nous avons projetée à travers le monde. Et donc aujourd'hui, cela est très restructuré. On a mis en veilleuse ce fonds-là d'abord. On a fait une étude des lieux pour restructurer cela. Et avec le microcrédit aux plus pauvres aujourd'hui est donné avec beaucoup d'autres avantages, avec l'assurance maladie, avec beaucoup d'autres avantages. Je crois que c'est à l'actif de ce gouvernement. Et donc pour moi, il est important de travailler à ce que le taux de croissance à 3 chiffres que nous atteignons aujourd'hui puisse se faire ressentir sur le panier de la ménagère afin que les Béninois puissent vivre mieux. De toute façon, comme le disent les Ivoiriens, il n'y a pas photo aujourd'hui entre la gouvernance de Patrice Talon de 2016 à 2019 et ce que nous avons vécu de 2006 à 2016. Et il n'y a aucune ressemblance. Il y a aucune ressemblance. C'est-à-dire, c'est deux mondes différents. Vous voyez, le jour et la nuit. Et donc, pour moi, il y a eu des acquis qu'il faut pérenniser, qu'il faut encourager. Et il y a d'autres secteurs qu'il faut envahir pour travailler de façon méthodique, comme cela est fait depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, afin que nous ayons les résultats que nous espérons. Très bien. Chandel Glessoubé, les grands enjeux pour les 2 années à venir, on nous en parle. Non, l'enjeu, c'est que la fermeté de l'État et qu'on reste toujours dans la même dynamique. Les réformes ont été engagées. Les réformes doivent se poursuivre jusqu'à la fin. Parce que c'est en cela qu'après 10 ans, 20 ans, on pourra dire « Ah, on a connu un président. » Et c'est lui qui a posé les balises de la bonne gouvernance. Et c'est grâce à lui qu'on se retrouve aujourd'hui à ce stade-là. Et donc, pour moi, c'est que le gouvernement est sur la bonne voie. C'est de souhaiter que le gouvernement puisse aller au-delà. Et que les Béninois comprennent qu'on ne devrait pas rester sur place pour dire on ne mange pas 3 fois par jour.
Je n'ai pas écouté un agent permanent de l'État dire « je n'ai pas eu mon salaire ». Je n'ai pas écouté quelqu'un dire « voilà une prestation pour quelqu'un, je n'ai pas eu ce qu'on me doit ». Et du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas? Et c'est pour ça que nous crions. Est-ce que c'est l'argent qui circule? Si c'est ça que nous voulons, alors on devrait alors encourager qu'on ne lutte pas contre la corruption. Du coup, on peut alors espérer toujours vivre comme on le vivait autrefois. Et du coup, les Béninois doivent comprendre que on a dit de serrer la ceinture. Oui, on doit serrer la ceinture pendant 5 ans. Parce que on doit se dire, telle que la gouvernance se faisait autrefois, ce n'était pas la meilleure. Ce n'est pas parce qu'on a habitué un enfant à prendre du yaourt chaque soir que c'est une bonne pratique. Il y a des conséquences. Tôt ou tard, il ira à l'hôpital. Et donc, lorsqu'on coupe, on fait une rupture à un moment donné, ça ne veut pas dire que l'ancienne pratique est la meilleure. C'est parce qu'on a compris que tel qu'on gouvernait le Bénin, qu'on ne pouvait jamais espérer nous faire compter parmi le cercle des grandes nations. Et qu'il faut finir à un moment donné. Le discours que l'on tient, on dit, on ne mange pas à notre faim, pour ma part, c'est un faux discours. Parce que la bonne dame de Tokpa qui est allée au marché, le citoyen qui a travaillé, qui a eu son salaire, ira forcément faire, c'est-à-dire des emplettes. Des emplettes. Je suis d'accord que l'argent sale ne circule plus. Lorsque tu as une cérémonie et que la personne vient te donner 50 000 francs, alors que son salaire brut n'atteint pas 150 000, alors qu'il a loué un appartement de 50 000 francs par mois, mais quel est l'ajout qui lui permet de vivre comme ça? Et c'est ce que nous les Béninois nous aimons, sans pour autant comprendre que c'est la lutte contre la corruption qui crée qu'on a la sécheresse là. On va peut-être nuancer, on ne va pas dire que les Béninois nous aimons. Non. Certains Béninois, parce que non, il faut reconnaître, il y a des intègres. Non, il faut reconnaître que c'est la gouvernance depuis des années qui a habitué le Béninois dans un contexte général qu'on a plus aimé la facilité. Et du coup, le fait de rompre avec les habitudes, ça nous gêne. 3 ans, on s'est habitué. 2 ans de plus, on va prendre le pli. Et personne ne parlera plus ce langage-là. Et du coup, on espère que, visiblement, il faut quand même encourager le gouvernement. Ce qui me réjouit, même les opposants savent que ce qui se passe, c'est bien. Mais c'est à cause des intérêts personnels qu'il faut avoir la posture d'opposant pour crier. Sinon, hors micro et caméra, ils reconnaissent que ce qui se passe, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas eu le courage et l'audace hier de le faire. Et qu'aujourd'hui, on le fait, ils se disent, alors là, il faut applaudir. Ils le savent. Et le peuple, aussi, aujourd'hui, on a un peuple qui est suffisamment mûr et qui est en train de comprendre. Et donc, pour moi, en 2 ans, il faut continuer avec les réformes, que ce soit sur le plan politique, économique, institutionnel, pour que le Bénin puisse réellement être un pays dans lequel on peut être fier d'être appelé béninois. Parce qu'il y a quelques années, hein, il y en a aussi qui n'aiment pas trop qu'on les appelle béninois. Oui, non, il faut reconnaître. Lorsque dans ton pays, on ne cite que des scandales à l'extérieur, est-ce que tu peux être fier qu'on t'appelle béninois? Aujourd'hui, on est fier d'être béninois. Très bien. Eloge Kandahou, en ce qui concerne, qu'est-ce que vous attendez concrètement des 2 ans à venir? Ce que j'attends, et comme il a souligné, c'est très très important. Aujourd'hui, nous parlons du panier de la ménagère. C'est-à-dire, nous attendons tous de ce pouvoir de travailler, de faire en sorte que nous vivions mieux et qu'il y ait de l'argent, que nous disions que nos conditions de vie se sont améliorées. C'est vrai, c'est ce que nous souhaitons. Mais écoutez, il n'y a pas de miracle à faire, il n'y a pas de magie. Nous ne pouvons pas attendre de ceux qui gouvernent de sortir l'argent de leur poche, n'est-ce pas, pour réparer tout ce qui est déjà détérioré, tout ce qui est endommagé, n'est-ce pas, pour nous rendre heureux. Donc, nous devons comprendre que la lutte contre la corruption et l'impunité, c'est incontournable. Parce que pendant des années, des décennies, des ressources ont été gaspillées. Nous attendons de ce pouvoir-là, qui a fait preuve de courage avec le président Talon, de poursuivre cette œuvre de nettoyage, d'assainissement-là des finances publiques, d'avoir le courage, la fermeté, passer à des points de résistance, vous savez, qui ne veulent pas que l'objectif soit atteint. Or, ces ressources-là,
qui seront détournés, gaspillés, si on arrive, n'est-ce pas, à empêcher cela, on peut les utiliser pour le développement. Sans cela, il ne peut pas avoir de développement. On ne peut pas attendre les ressources d'ailleurs. Donc, première chose, poursuivre l'œuvre d'assainissement et faire en sorte que ces ressources qui, par le passé, étaient gaspillées et détournées, soient maintenant mobilisées dans le sens du développement du pays. Première chose. Et d'ailleurs, vous savez, si ça se fait bien comme le président Talon le fait maintenant, écoutez, même de l'extérieur, les partenariats qu'il y a entre certains pays, certaines institutions, le Bénin, je crois que ces partenaires vont se renforcer parce que sans cette confiance-là, si ces pays-là et les responsables de ces institutions-là n'avaient pas la confiance, n'est-ce pas, la confirmation qu'il y a des gouvernants qui sont déterminés à mettre fin à ce fléau-là, ils n'allaient pas signer ces conventions et ces accords-là pour accompagner le président Talon et son gouvernement. L'autre chose est que, toujours dans le même sens, il y a des efforts qui ont été faits, n'est-ce pas, dans le domaine de l'agriculture, voyez-vous, dans le domaine des travaux publics, les rues. Les gens disent non, c'est des projets qui existaient depuis le temps du président Bouniaïe. Non, l'État est une continuité. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, ce pouvoir fait l'effort de faire en sorte qu'il y ait renforcement, n'est-ce pas, réhabilitation, réaménagement, tout ce qui a été fait pour permettre à ce que ces infrastructures-là soient de qualité plus durable, c'est une bonne chose. Même si le projet date de longtemps, il y en a, c'est des éléphants blancs qui n'ont pas été achevés. Donc, c'est du devoir de ce pouvoir de continuer de bien faire et de mieux faire que par le passé. Il y a ce défi-là à relever. Et ensuite, vous voyez, dans le domaine agricole, dans le domaine du tourisme, nous devons faire la promotion, travailler dans le sens du développement de la culture, de la promotion du tourisme, parce que là également, ça va générer des milliards pour le développement de notre nation. Et quand tout se passe bien, je crois que les retombées vont nous permettre de mieux vivre. Très bien. Les grands enjeux. Pour moi, les grands enjeux sont clairs. J'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les réalisations physiques commencent par se matérialiser. Je pense qu'il faut maintenir cette tendance-là. Parce qu'on a eu 2 ou 3 ans pour mettre en place tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il faut maintenant qu'on passe de la phase des maquettes à la phase de la réalisation concrète. Je crois que ça a commencé par se faire. Il faut que cela puisse se poursuivre dans le temps. Parce que n'oublions pas que au soir du mois d'avril 2021, on appréciera la gouvernance ou le bilan du président Patrice Talon à l'aune de son projet de société, notamment le programme d'action du gouvernement. Et c'est un programme qui englobe un certain nombre d'initiatives, des projets phares, des projets secondaires, ainsi de suite. Et donc, il faut que les 2 années qui viennent soient fondamentalement consacrées à la concrétisation du contenu du programme d'action du gouvernement pour que en 2021 on puisse obtenir un taux de réalisation qui soit assez consistant, assez important. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que nous sommes en train de rentrer, comme à chaque mandat présidentiel, dans le cycle des élections. Et il faut craindre que cela ne vienne influencer ou que cela ait quelque impact sur... Mais est-ce que vous avez cette impression des gouvernants actuels que les élections, la proximité ou l'approche des élections ont d'emprise sur le travail qui est fait? Parce que... Non, c'est vrai qu'on peut, à l'heure des charges, tout au moins pour cette élection-ci, observer qu'il n'y a pas vraiment... L'impact ne se fait pas vraiment ressentir comme par le passé. Parce que comme par le passé, vous sentez... Dès que le cycle électoral doit prendre son envol, vous constatez qu'il y a un ralentissement total des activités au niveau de l'administration, au niveau du pays. Parce que d'abord, il y a au niveau de l'administration beaucoup de candidats, beaucoup d'intentions de candidature. Et donc déjà, ça constitue un premier frein pour le fonctionnement normal des choses. Et après, il y a l'emballement ou toute la fièvre électorale là qui fait que, mais aujourd'hui on n'a pas vraiment, peut-être parce que nous avons 2 listes qui vont aux élections, je ne sais pas, mais on n'a pas véritablement l'impression aujourd'hui que ces élections là sont en train d'avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'administration et tout ce qui va avec. Et puis l'autre chose aussi, c'est que par le passé, vous savez que c'est en plein processus électoral qu'on constate peut-être ou qu'on fait savoir qu'il n'y a pas les moyens vraiment pour conduire l'élection, et ça crée d'autres soucis, d'autres difficultés. Mais cette fois-ci, on a compris que de manière autoritaire, souveraine, ceux qui nous dirigent ont fait l'option de dire
d'abord, on ne va pas commander l'argent pour organiser les élections, on va le dégager sur nos ressources propres et ça a été fait. Je pense que ça donne des raisons supplémentaires de se sentir fier d'être béninois, de se sentir fier des dirigeants qui sortiront de nos élections parce que justement, on sait qu'ils ont été élus avec des ressources issues de nos efforts personnels. Donc, pour me résumer, les 2 années à venir doivent permettre que la tendance qu'on observe actuellement puisse se poursuivre. Des chantiers ont été lancés, d'autres chantiers restent à lancer. Il faut pouvoir les lancer tous, les réaliser, les concrétiser pour que au soir d'avril 2021, le bilan soit assez lourd et assez impressionnant. Et il y a quelque chose, par exemple, que nous n'avons peut-être pas évoqué au cours de nos échanges. Vous savez, il y a un certain appel des ressources au niveau de nos populations, les populations qui contribuent aujourd'hui à cette mobilisation de ressources pour l'érection d'un certain nombre d'infrastructures, parce qu'ils y contribuent véritablement. C'est tout de même un acquis, Jean-Del Glessoubé, avant de retrouver Nelson. Oui, parce que pour un pays, si on doit réellement être indépendant, ça commence par là. C'est la mobilisation propre des ressources internes. Et d'abord, c'est vrai, il y a eu des taxes qu'on ne payait pas. Il y a eu des taxes qu'on payait par le passé, qu'à un moment donné, qu'on a supprimé et qu'on a ramené encore dans le quotidien des Béninois. Il y a eu quelques grincements dedans, mais ils ont compris. Et comme on le dit, force doit rester à la loi. En termes de mobilisation des ressources, ce qui crédibilise plus, c'est lorsque, après la mobilisation des ressources, l'investissement, on ne sent pas de la dilapidation dans les ressources. Personnellement, moi j'ai toujours été contre le fait qu'à chaque fois, il faut signer des partenariats, il faut tendre la main aux bailleurs de fonds qui, nous savons tous, les conditions dans lesquelles on nous accompagne et comment il faut payer sur des dizaines d'années, ce n'est pas qu'en le faisant qu'on ferme la porte, la belle preuve. La diplomatie sous Patrice Talon, elle est en marche, on a une diplomatie offensive, mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, que nous-mêmes, qu'on participe à cette mobilisation de ressources. Les Béninois aujourd'hui ont pris le pli et ont compris que quand on a un pays essentiellement fiscal, on doit contribuer au développement de sa nation. C'est un acquis. Pour qu'à l'avenir, qu'on ne vienne pas encore supprimer, c'est-à-dire le paiement de ces taxes et primes, c'est-à-dire et autres, parce que déjà, c'est un avantage. Lorsque, aujourd'hui, on me dit que pour le quitus fiscal, on a des milliards, ça veut dire que par le passé, ce n'était pas ça. Et du coup, tout ça, c'est une volonté manifeste, non seulement de lutter contre la corruption et de mobiliser les ressources. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on peut être fier de s'appeler béninois. C'est ça. Ça veut dire que par le passé, tout ce qu'on a aujourd'hui, qu'on mobilise dans la caisse de l'État, c'était à l'intérieur du pays. C'était où? C'était dans la poche des individus. Et c'est à cause de ça qu'on dit... D'une certaine minorité. D'une certaine minorité, c'est pour ça qu'on dit qu'on vivait mieux. Et qu'on dit qu'aujourd'hui, l'argent ne circule plus. L'argent circule dans le bon sens aujourd'hui. Là où l'argent doit aller. C'est parce que l'argent existait toujours, hein, mais n'était pas au bon endroit. Mais on pensait que c'était la meilleure manière. Très bien. La contribution des populations, c'est tout de même une culture qu'on est en train d'avoir maintenant au Bénin. Oui. Lorsque vous êtes dans un pays, vous avez l'obligation morale de contribuer à la croissance des ressources du pays. Et je crois que c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'on n'était pas habitué à payer correctement les impôts, à payer un certain nombre de taxes. J'en veux pour preuve la TVM pour les véhicules, aujourd'hui, qui est une réalité où il y a eu des grincements dedans, mais écoutez, c'est une taxe qui existe. Et donc, tant que cela existe, on doit pouvoir la payer. Je crois que les Béninois, progressivement, se mettent en tête que la mobilisation des ressources doit être d'abord intérieure. La contribution des Béninois est très importante. Lorsque vous arrivez à l'interne à mobiliser les ressources, vous êtes
en allant demander l'aide des bailleurs, des partenaires techniques et financiers, vous êtes plus respecté. Mais lorsque vous devez tendre toutes les fois la main, on ne vous prend pas au sérieux. Et donc je crois qu'il y a un travail qui a été fait à ce sens-là pour permettre aux Béninois de comprendre qu'il est de la responsabilité de chaque citoyen de payer ses taxes et impôts pour donner les moyens au gouvernement de mettre en œuvre sa politique, la politique de développement. Et je crois que vaille que vaille, on est en train d'y arriver, même si parfois il y a des grincements dedans. Je crois qu'on va y arriver. Voilà, je me souviens de ces moments où, lorsque vous avez un projet, vous demandez peut-être des partenariats, du sponsoring, mais vous demandez, vous dites à la personne que, voilà, je pourrais mobiliser 40% et les 60% peuvent être issus du sponsoring. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Oui, ça me rappelle l'époque où... pendant la période révolutionnaire, on disait « comptons sur nos propres forces ». Comptons sur nos propres forces. Ça suppose que nous ne devons pas, l'assistanat, avoir les yeux, le regard tourné vers l'extérieur pour se développer. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Les ressources, nous les avons. Travaillons, n'est-ce pas? Faisons des efforts, faisons en sorte que ce que nous allons, comment dirais-je, produire, ça puisse générer tout ce qu'il nous faut comme bien, comme richesse pour développer notre pays. Comptons sur nos propres forces et ça met tout le monde au travail. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat des jeunes, n'est-ce pas? L'État, on doit cesser de croire que l'État-providence, qui doit tout faire, qui doit donner le travail, il faut travailler, il faut être fonctionnaire. Cette mentalité-là, c'est dépassé. Et nous devons comprendre que nous devons prendre des initiatives. Aujourd'hui, je crois qu'il y a de plus en plus cette prise de conscience-là, qui est que nous devons prendre des initiatives. S'il y a des groupements, des coopératives qui doivent mobiliser les femmes, n'est-ce pas, à se mettre ensemble, travailler dans le domaine agricole pour générer des richesses, on doit le faire. Et j'insiste que le domaine culturel, ça ne doit pas être laissé pour compte. Voyez le tourisme, nous avons beaucoup de choses à vendre ici, n'est-ce pas? Voyez nos valeurs traditionnelles, ça a été abandonné. Or, si nous mettons tout cela en valeur, nous faisons la promotion de ça, ça nous permet de vendre nos pays. Nous allons faire déplacer des milliers, des millions de touristes ici au Bénin. Et ça va générer des ressources. Donc, c'est avec cette mentalité de travailleurs, si nous nous engageons sur cette voie-là, et nous continuons par produire, je crois que nous aurons l'essentiel pour mener des actions qui vont contribuer au développement de notre pays. Dans le domaine culturel, on peut être fier aujourd'hui en ce qui concerne cette initiative du Bénin de se voir restituer les biens culturels par la France. Le Bénin qui abrite à partir d'aujourd'hui même la réunion des experts de l'UEMOA, de l'espace UEMOA et de la CEDEAO pour cette restitution des biens aux pays demandeurs. Donc, on peut être, c'est une école aujourd'hui, le Bénin, on pourrait le dire ainsi, mais les prochains enjeux, est-ce que cela ne se résume pas également au paysage politique qui devrait être assaini grâce à la réforme du système partisan voulu par toute la classe politique béninoise? Je pense que s'il faut parler des réformes politiques, c'est vrai qu'on peut observer là qu'il y a eu un gros échec, la révision de la Constitution qui juste n'a pas pu prospérer. Mais tout au moins en ce qui concerne la réforme du système partisan aujourd'hui, quand même on a des tests. Et le processus électoral dans lequel nous sommes actuellement nous donne à constater, ou plutôt à faire le bilan de ces tests-là pour voir un peu quel type de formation politique cela nous permet de mettre en place. On a dit qu'on va tendre vers de grands ensembles. Aujourd'hui, nous en avons effectivement plusieurs. Même si tous ne participent pas à ce scrutin-là, on a quand même aujourd'hui des ensembles politiques plus structurés, plus grands, je dirais également plus forts. Et donc, il faudrait attendre de les voir véritablement en compétition électorale pour mieux apprécier. Mais une chose est sûre, là également sur le terrain de la réforme du système partisan, il y a eu des avancées et pas des moindres. Et c'est à saluer. C'est vrai qu'il reste un élément important, par exemple, que la loi sur la transhumance politique. On attend également que cette loi-là vienne compléter
l'arsenal juridique qui encadre la vie des formations politiques dans notre pays, et puis après la loi sur le financement des partis politiques. Je crois que ces deux dispositions légales-là sont très importantes et très attendues pour permettre à ce qu'on ait quand même un package assez important en ce qui concerne les dispositions légales qui encadrent le système partisan dans notre pays. Vous avez parlé tout à l'heure de la culture. On ne peut plus ne pas aujourd'hui applaudir le Bénin par rapport à cette initiative, je dirais même par rapport à cette audace-là que le Bénin a eu en tant que pays pionnier, en tant que première ancienne colonie d'Afrique subsaharienne, à demander la restitution ou le retour de son patrimoine culturel. Et vous avez observé que depuis la demande du Bénin, il y a eu beaucoup d'autres pays qui se sont systématiquement inscrits dans la même logique. Et au-delà même des pays, l'espace communautaire sous-régional aujourd'hui est également dans cette dynamique. En décembre dernier, les chefs d'État de la CEDEAO ont carrément adopté une disposition par rapport à ça. Et c'est justement sur ça que travaillent les experts. Vous avez mentionné la réunion qui s'est ouverte ce matin à Cotonou, parce que justement les pays de la sous-région, les pays de la CEDEAO et du LUMOA veulent parvenir à un plan d'action régional pour que désormais, dans un ensemble plus fédéré, tous les pays qui sont concernés par la question de la restitution des biens culturels puissent entrer ou puissent faire des démarches pour entrer en possession de leur trésor culturel. Et si au Bénin, on a pu avoir cette idée-là, si on a pu obtenir des choses dans ce cadre-là, c'est parce que le président de la République estime que ces trésors-là qui enrichissent les autres pays devaient plutôt revenir dans leur pays d'origine, parce qu'ici également, il y a des ambitions. On a besoin de moyens, il y a des projets de développement touristique, on a besoin de ramener surtout ces objets-là dans leur contexte. Parce que n'oublions pas que c'est des objets qui ont été, au-delà de ce qu'ils ont été volés, spoliés, tout ce que vous voulez, c'est des objets qui ont été dessouchés de leur contexte. Et donc, il faut ramener aujourd'hui ces objets-là dans leur contexte pour permettre aux touristes qui viendront les voir de se voir restituer toute la trame de l'histoire qu'il y a eu autour de ces objets-là. Et donc, véritablement, c'est ici que se trouve la place de ces objets-là. Et c'est important que la demande du Bénin, même si dans un premier temps s'est heurté à des refus, aujourd'hui rencontre quand même l'adhésion des autorités françaises, et petitement, on attend que d'ici là, les premiers objets puissent revenir pour qu'on puisse les accueillir. Très bien. Jean-Del et Nelson, pour finir, l'enjeu politique. Je pense que le président Patrice Talon a réussi sur ce coup. Parce que tous ses prédécesseurs, que ce soit le président Nicéphore Soglo, avec l'appel de Goro, qui déjà invitait les formations politiques à s'unir dans un grand ensemble. Le général Mathieu Kérékou, qui, dans cette volonté aussi, on a vu l'UBF, Boni Yahi avec le FCBE. C'était la réforme du système partisan, un peu déguisée. Mais parce que quand on commence, ceux qui aujourd'hui sont des présidents de partis ou qui se disent c'est ma propriété ne pourront plus s'imposer dans la gestion des partis. Du coup, lorsque tu dois rester dans la dynamique d'aller chercher encore le suffrage de ceux-là, si tu n'es pas ferme, tu ne peux pas. Et donc c'est l'audace et le courage du chef de l'État Patrice Talon qui nous a amené à avoir la réforme du système partisan. Et donc je pense que c'est déjà un pas. On organise les premières élections sur la base de ces dispositions-là et ça nous a permis de comprendre que c'était important d'aller à ce niveau-là. Depuis 1990, aucun parti politique n'a réussi à se faire élire un président de la République. Alors que nous disons que l'animation de la vie politique est réservée pour ces partis-là. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à le faire. Ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut réformer. Ils animent peut-être, mais ils n'arrivent pas à conquérir le pouvoir et les essais. Oui, mais là, il se pose un problème. Est-ce qu'il faut attendre que l'homme arrive au pouvoir et courir pour l'entourer? Non. Là, il faut alors aller dans la conquête du pouvoir. Prendre le pouvoir et gérer le pouvoir. C'est comme si c'est un seul individu qui travaille, qui se bat pour la conquête du pouvoir. Et après, on l'entoure pour pouvoir gouverner. Du coup, sur ce pas, Patrice Talon a réussi
là où beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas pu maintenant. Il faut demander à la classe politique qu'ils reconnaissent. Parce qu'au départ, tous étaient unanimes. Même Adrien Roumbédi, lorsqu'il prenait service, il a reconnu qu'il faut la réforme du système partisan. Toute la classe politique, elle est consciente que c'est la meilleure des réformes pour permettre qu'on puisse cesser d'avoir des clubs électoraux. Mais des partis, on a vu dans ce pays des gens qui ont dit « ça c'est pour nous, allez créer votre parti ». On ne peut plus continuer avec ça au XXIe siècle. On ne peut plus dire quand on prend ce parti-là, c'est telle zone, c'est pour le sud, c'est pour telle famille, c'est pour telle personne. Non, il va falloir maintenant que ceux qui peut-être, à cause de l'application de la loi, ne se retrouvent pas dedans, il faut leur dire que les choses ont changé au Bénin depuis le 6 avril 2016. Parce que beaucoup se disaient, on peut alors toutefois contourner la loi comme on le faisait par le passé. Et c'est ça qui nous a conduit là où nous sommes. Je pense que l'expérience vaut mieux que les conseils. Ils ont fait l'expérience, ils sauront tirer eux-mêmes leçon de ça pour se mettre au pas. Très bien. Nelson. Je dois dire pour ma part que les acquis politiques de Patrice Talon depuis 2016, je dois dire que c'est un peu le talon d'Achille du gouvernement. Parce que, voyez-vous, j'ai l'impression que on n'a pas mesuré un certain nombre d'enjeux. D'abord avec la première tentative de révision de la Constitution qui a échoué, la deuxième tentative où on a vu vraiment que cette tentative était la bonne et la meilleure jusqu'à la dernière minute, où des gens ont donné un certain nombre de garanties, mais malheureusement, vous à la fin, ils ont déserté le forum. Et donc pour moi, ceux à qui Patrice Talon a confié cette responsabilité de réunir autour de c'est-à-dire les députés pour cette révision ont failli à leur mission. Ou soit, pour moi, ils ont joué un double jeu avec Patrice Talon. Dans un second temps, le système partisan qui, pour moi, aujourd'hui, n'est pas encore totalement ce qu'a voulu Patrice Talon. Parce que le système partisan dont Patrice Talon n'est pas celui qui est mis en œuvre aujourd'hui. J'ai un véritable problème avec des députés qui ont voté une loi, je veux parler de la charte des partis politiques et le code électoral, et qui n'arrivent pas eux-mêmes à comprendre la quintessence de la loi qu'ils ont votée. Ce n'est pas peut-être le débat. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Quel est l'enjeu? Non, j'en viens. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. J'en viens. Et donc, pour moi, soit on n'a pas voulu accompagner véritablement Patrice Talon dans la réforme du système partisan, et on a joué un double jeu, ou soit c'est de la mauvaise foi. Et donc, pour moi, il est important que Patrice Talon comprenne très rapidement qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'entourent, qui aujourd'hui disent qu'ils sont ses soutiens politiques, mais en réalité qui travaillent de fond en comble pour qu'il puisse échouer et qu'il puisse faire très bonne lecture dans ce sens et prendre les dispositions qui s'imposent. Et pour moi, c'est important que, après cette élection, qu'il puisse faire le ménage. Le ménage autour de lui, autour de ceux-là, faire le ménage, afin que le système partisan, tel qu'il a énoncé dans son discours programme, tel qu'il a voulu dans son programme de société, qu'il puisse véritablement mettre en œuvre le système partisan pour qu'on en arrive à avoir, je dis, un assainissement de la classe politique. Parce que, voyez-vous, il n'est pas sain de voir des hommes, des élus du peuple, d'accord, marchander leur soutien, c'est-à-dire marchander leur soutien contre, je ne sais pas, des biens ou contre je ne sais pas. Et donc, il est important aujourd'hui, pour finir très rapidement, il est important aujourd'hui d'avoir une classe politique d'hommes responsables, rompus à la tâche et qui savent véritablement ce qu'ils vont chercher à l'Assemblée nationale. Très bien. Eloge Kandaro pour finir. Oui, merci. Je crois que je vais aussi aller dans le même sens pour dire que unanimement, nous reconnaissons, tous Béninois, que l'expérience que nous avons faite depuis l'avènement du renouveau démocratique, tout n'est pas bon, n'est-ce pas? Le multipartisme
intégral, nous l'avons expérimenté, d'accord? Tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon non plus. Il y a des insuffisances, il y a des problèmes. C'est pourquoi, unanimement, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, ou proche de la mouvance, proche de l'opposition, nous avons reconnu qu'il y a quelque chose à faire pour corriger les insuffisances, pour que nous ayons de véritables partis politiques qui fonctionnent comme cela se doit, n'est-ce pas, pour contribuer au renforcement de notre système démocratique. C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est vrai, même s'il y a quelques problèmes aujourd'hui, il y a des difficultés autour de ces lois-là, d'accord, qu'elles soient relatives à l'achat des partis politiques ou au code électoral, il y a des difficultés, mais ne soyons pas pessimistes. Disons-nous que nous avons commencé quelque chose. Si tout n'est pas bien aujourd'hui, voyons comment nous allons tous ensemble, n'est-ce pas, corriger les insuffisances pour assainir véritablement le paysage politique et faire en sorte que les partis qui naîtront demain fonctionneront comme de véritables partis politiques pour apporter un plus à notre système démocratique. Très bien. Merci beaucoup à vous, Eloge Gandaro. Je rappelle, vous êtes le directeur de publication du journal du quotidien Le Grand Matin. Merci pour votre disponibilité. Merci à Nelson Avademain, qui est journaliste au groupe de presse Le Matinal. Fortuné Josué Menjueno, journaliste au quotidien de service public La Nation. Merci également à vous. Merci à Jandel Glessoubé de la radio Cap FM. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et donc, c'était le plateau presse que nous vous offrons dans le cadre des 3 ans de la gouvernance du président Patrice Talon. Merci de rester toujours fidèle au programme de E-Télé. Agréable nuit à chacun et à tous.